L'histoire vraie de Gon-san. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Si vous êtes fan de culture manga, peut-être que ça vous parle et encore le doute est permis. En 2001, ce nouveau manga est diffusé chaque semaine et ce pendant 3 mois dans le magazine japonais Big Comic Superior. L'histoire retrace la vie d'un super-héros du capitalisme. L'éditeur précise que ce manga est fait pour redonner le moral aux employés japonais déboussolés par la crise économique. Vaste projet. Vous l'aurez peut-être compris, Carlos Ghosn est à ce moment-là l'une des personnes les plus respectées au Japon. Patron de Renault, instigateur du redressement de l'entreprise Nissan, créateur de la fusion des deux entreprises, Ghosn-san fait partie de ces patrons à qui tout semble réussir. Aujourd'hui en 2022, l'empire Ghosn a pris du plomb dans l'aile au pays du soleil levant. Qui est Carlos Ghosn ? Comment a-t-il construit son empire au point de devenir à lui seul un pouvoir politique aussi important qu'un État lui-même ? Premier volet d'une chronique en 2 parties. La semaine prochaine, nous aborderons la chute de ce grand patron. Direction le Japon, Guyancourt et le Liban à coups de multiples passeports. Cette chronique est habillée à l'aide d'extraits de l'excellente enquête réalisée par le journaliste de Mediapart Mathieu Suc, intitulée « Renault nid d'espion » sortie chez HarperCollins. Elle est également habillée à l'aide d'extraits de l'Institut national de l'audiovisuel. Benji est aujourd'hui à la lecture des extraits, merci également à Thomas, une voix bien connue de la radio. Benji est en face de moi, casque sur les oreilles, vissé à sa fidèle console. Quand on demande à Carlos Ghosn de décrire son action au sein de Renault, on sent une certaine satisfaction. Nous sommes en train de créer un nouveau modèle, de nouvelles références. L'innovation dans le management, c'est un peu ma tasse de thé quotidienne. Nous gérons de manière différente, un peu unique, guidés par le bon sens, l'écoute et la volonté de performance. À l'occasion du voyage de Jacques Chirac pour le sommet du G8 à Tokyo en juillet 2000, France 2 dresse également un magnifique portrait de ce brillant patron qui fait rayonner la France et l'Europe à l'international. Extrait. Nous sommes là à une réunion des sous-traitants de Nissan. Ils attendent leur nouveau Chacho, maître après Dieu. Un Chacho français, Carlos Ghosn, président du numéro 2 de l'automobile japonaise depuis sa prise de contrôle par Renault. Cela fait 1 an que le drapeau français flotte devant l'immeuble de Nissan. La firme japonaise fabriquait de bonnes voitures mais les vendait mal. Sa part de marché au Japon est passée de 33 à 16%, des pertes abyssinales. En mettant 30 milliards sur la table, Renault a remporté la mise et délégué ce nouveau Chacho venu de la lointaine petite France pour faire une révolution culturelle. Chez Carlos Ghosn, rien n'est laissé au hasard. Sa communication est évidemment politique. Au détour du nouveau millénaire, le patron de Renault a devant lui l'un des plus grands challenges de sa carrière. Redresser Nissan, l'un des fleurons de l'automobile japonais. Le problème avec Ghosn, c'est qu'il n'est pas réputé pour être un patron chaleureux et porté sur l'écoute, comme il le dit pourtant bien des années après. Ses yeux acérés sont le témoin d'une froideur qui lui colle à la peau. Le surnom de Ghosn, le cost killer, littéralement le tueur de coûts. Comprenez le coût monétaire, évidemment. Pour comprendre qui est Carlos Ghosn, un retour dans le passé s'impose. L'histoire de ce super patron est l'histoire d'un homme à qui tout réussit. Brésil, 1954. La famille Ghosn est en émoi du côté de Porto Velho. Le petit Carlos vient de naître, faisant la fierté de toute la famille. Bichara, le grand-père, est là, entrepreneur dans la négociation du caoutchouc dans les produits agricoles et dans le transport aérien. Il est le quotient patronat de la famille. Les 2 parents entourent le petit Carlos. Jorge, le papa, et Rose, la maman, sont aux anges devant le nouveau-né. Quand Carlos a 8 ans, il déménage au Liban direction Beyrouth. Après avoir suivi ses études au collège jésuite de Notre-Dame de Djamour, Carlos, qui a maintenant 18 ans, arrive en France. Classe préparatoire scientifique de maths sup, maths spé, Polytechnique, École des mines de Paris, le parcours parfait du parfait technocrate. À partir de là, tout n'est que réussite. Décrit dans Renault nid d'espion, le parcours est impeccable. Carlos Ghosn parle 7 langues. À 26 ans, il dirigeait sa première entreprise. À 30, il avait la responsabilité d'un continent. À 43, il était le numéro 2 de Renault. À 45, le numéro 1 de Nissan. Il règne aujourd'hui sur un empire opérant sur les 5 continents et dont les 2 sièges sociaux sont distants de quelques 10 000 km. Il préside la destinée de 300 000 salariés et a vendu 6,5 millions de véhicules en 2010.
La méthode Ghosn est froide et sans appel. Quand il annonce le plan de redressement de Nissan en octobre 1999, plusieurs axes font écho à la méthode Ghosn. Il exige l'implication des employés à tous les niveaux dans les groupes de travail. Il met fin au poste à vie, symbole de stabilité au Japon. Il met également en place une politique de performance et bien sûr, pour faire honneur à son surnom de cost killer, il réduit les coûts. Comment ? En fermant 5 usines, soit environ 21 000 postes. La méthode fonctionne, Nissan retrouve des couleurs et atteint les objectifs fixés par le nouveau patron. L'ascension de Carlos Ghosn ne s'arrête pas là. Alors numéro 2 de Renault et numéro 1 de Nissan, il va devenir en 2009 la première personnalité au monde à occuper 2 postes de PDG chez 2 entreprises figurant au classement Fortune Global 500. Ghosn a les pleins pouvoirs mais ne s'arrête pas là. En 2016, c'est le groupe Mitsubishi Motors qui se rajoute à l'empire Ghosn. Les fameux plans à la sauce Ghosn sont marqués par la réussite économique, nous venons de le voir. Mais sur le plan humain, les salariés sont à bout. En 2006, Renault voit ses résultats en baisse. On dégaine un nouveau plan, le Renault Contrat 2009. Même méthode, réduction des coûts et augmentation des objectifs de performance. Mais voilà, des drames viennent se greffer à cette méthode. Entre 2005 et 2009 donc, le technocentre de Renault à Guyancourt est marqué par une vague de suicides. 7 au total, 3 au sein même du pôle. Comment on gère ça au sein de l'entreprise ? Accrochez-vous. L'histoire d'Antonio de Barros résume à elle-même l'énorme pression dont souffraient les salariés de Renault. Cet ingénieur se suicide dans les locaux du technocentre. Les enquêteurs interrogent ses supérieurs. Le matin même, Antonio de Barros avait eu un rendez-vous avec sa N+1. C'était clair que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois que je détectais cette attitude. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'il y a de la pression dans notre travail, et je pense qu'il était fragile. 2 ans après, lorsqu'elle est de nouveau entendue par les enquêteurs et après avoir été parfaitement briefée par le service de sécurité de la firme française, il n'est plus question de pression au travail. Dialogue entre les enquêteurs et la N+1. Selon vous, y a-t-il eu une augmentation de la pression au sein du technocentre avant et pendant la période des suicides des personnels ? Et si oui, à partir de quand et comment cette pression se traduisait-elle ? Je n'ai pas ressenti cela comme de la pression, mais plutôt comme un challenge économique, comme un défi à relever. C'est une pression liée à une compétition économique et non pas une pression individuelle. Voilà comment on balaye la responsabilité d'une entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'agir de Renault, notamment ce qui concerne la vague de suicides au sein de l'entreprise, on vous conseille vivement l'enquête réalisée par Mathieu Suc. La semaine prochaine, nous aborderons l'affaire Carlos Ghosn à l'origine de la chute du super patron. Pour être un véritable héros de manga, il faut la plupart du temps sauver le monde. Pas sûr que Carlos Ghosn ait ce projet-là. Il veut juste raconter son histoire, comme il le dit au micro du Parisien en février 2022. La seule chose aujourd'hui qui m'apporte, c'est raconter mon histoire, la réhabilitation, parce qu'on a raconté tellement de mensonges, et on a tellement essayé de manipuler l'opinion autour de ce que j'ai fait et de ce que je suis, que je pense qu'il est important que je rétablisse ça pour ceux qui comptent. Eh bien nous aussi justement, on a envie de raconter l'histoire. À la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre chronique avec l'affaire Carlos Ghosn.